L'histoire de ce jeune petit garçon, ça émue tout le monde. Pourquoi je dis que c'est prémédité? Parce que tout simplement, elle s'est préparée. Elle a bouilli son eau. Elle attendait simplement l'arrivée de l'enfant. Et elle, quand elle a aspergé l'enfant d'eau chaude, elle attendait. L'enfant a couru. Il est parti voir ses parents en pleurs, en larmes. Mais ses parents ne savaient pas quelle est la douleur, l'intensité de la douleur que l'enfant était en train de subir. La bonne information, c'est capital. On dit souvent aux étudiants, non, quand tu viens au Canada, le lendemain même, tu vas trouver du travail. Mais ce n'est pas la réalité. On ne veut pas seulement, en fait, s'axer sur l'intégration de l'immigrant au Canada, mais au-delà de ça, autant on veut créer des ponts entre l'Afrique et le Canada, faire un maillage, ou créer des opportunités d'affaires entre les deux continents, bon, pas les deux continents, mais je veux dire le Canada et l'Afrique, le continent africain, autant nous nous intéressons à cette thématique-là de l'Afrique. Raison pour laquelle le sommet des affaires Afrique-Canada, on va le faire pour une première fois au Canada, mais après ça va être délocalisé en Afrique. Salut à toutes, salut à tous, madame, messieurs, merci de nous rejoindre à nouveau sur nos antennes YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur Écho du territoire pour nos grands rendez-vous intitulés l'interview. Aujourd'hui, nous recevons Thierno Souleymane Diallo, c'est le directeur général de la FAC, Fédération africaine et association du Canada. Il est également immigrant afrodescendant basé au Canada, notamment à Montréal, et il nous fait le plaisir de répondre à nos questions ce jour. On va aller à la rencontre de cet homme et peut-être interroger sa pensée, sa vision de l'association FAC, mais aussi son regard sur des faits majeurs de l'actualité et des sujets d'intérêt général. Thierno Souleymane Diallo, merci de nous retrouver dans ce studio. Merci beaucoup, Jean Solaire. Merci de m'avoir reçu dans votre studio. Nous émettons en partie de Gatineau, Ottawa, la région capitale. Eh bien, voilà, vous êtes arrivé ici, très, très surchargé, on va le dire, parce que depuis environ une semaine, sur votre table, il y a ce dossier brûlant de cet enfant de 10 ans qui a reçu de l'eau bouillante d'une dame de 46 ans. C'était le 2 octobre dernier. Et à la suite de cet événement triste, la FAC a organisé une grande marche à Montréal. Dites-nous déjà comment vous avez reçu à la FAC la nouvelle de cet enfant brûlé à l'eau bouillante. Ben, merci beaucoup. En fait, pour être franc avec vous, quand on a appris cette nouvelle, c'était juste... on venait aussi d'apprendre une autre nouvelle qui à peine, je pense, il y a un intervalle de 24 heures entre les deux, au moment de l'apprendre pour nous, la disparition tragique de 7 étudiantes congolaises à Trois-Rivières. Tout à fait. Dans des conditions, voilà, Alexandra, en effet, dans des conditions non encore élucidées. Je sais que la justice et les autorités policières sont en train de faire leur enquête. Nous leur faisons entièrement confiance. Mais l'histoire de ce jeune petit garçon, ça émue tout le monde. Ça a créé un élan de solidarité. Ça se passe à Longueuil. Ça s'est passé à Longueuil. Pour être plus précis, oui. Longueuil, c'est dans la banlieue de Montréal. C'est proche de Montréal. Proche de Montréal, à la périphérie de Montréal. Oui, juste opposé à Montréal, c'est comme un peu Laval. Oui. Et quand nous avons appris cette nouvelle, on a dit non, on ne peut pas rester bras croisés. Le cas d'Alexandra, 2 ans, on prévoyait de faire quelque chose, mais avec l'histoire de ce jeune garçon, ça a accéléré en fait nos actions. Parce qu'on se disait non. C'était un cas de trop. C'est un cas de trop. Alexandra, on peut se dire non, on laisse tomber, on suit l'actualité et puis on agit en fonction de l'actualité. Mais le cas de ce jeune garçon, là, on s'est dit non, on ne peut pas dire qu'on va refaire une marche dans 2 semaines ou autre, il faut le faire maintenant. C'est comme ça on a planifié en fait de faire une rencontre de façon spontanée, mais laquelle marche a obtenu en fait le soutien et l'adhésion de plusieurs acteurs communautaires non des moindres, notamment la Ligue des Noirs, la CAI Média et plusieurs autres partenaires et des activistes de la société civile également, parce que ça créait un élan de solidarité exceptionnel qui fait que se taire face à cette situation-là, ce serait de cautionner.
Donc, du coup, pour nous, il fallait notre façon de soutenir et de condamner ça, il fallait agir. Donc, la marche du samedi dernier s'inscrivait beaucoup plus dans cette dynamique-là. Au finish, c'était une marche pour les deux cas. Oui. Peut-être pour bien situer ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, parlons déjà d'Alexandra. Qu'est-ce que vous savez de ce cas, Alexandra? On sait qu'elle avait disparu et puis elle a été retrouvée morte. Pour le cas de Alexandra, je pourrais pas faire en fait beaucoup de commentaires là-dessus. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez si bien dit, en effet, on sait qu'elle a disparu. Après, elle a été retrouvée morte dans des conditions non encore élucidées. Pour l'instant, comme je l'ai dit tantôt, la justice étant en train de faire son travail, nous leur faisons entièrement confiance, mais ce que nous exigeons, c'est des résultats. On veut savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, la marche du samedi passé n'était pas du tout, en fait, une marche qui concernait forcément les deux jeunes, mais c'était une marche qui concernait pour tous les jeunes, parce que peut-être vous ne le savez pas, mais je vais rappeler le contexte. Au mois de février dernier de cette année 2024, il y a eu un étudiant guinéen qui a été en fait assassiné, je dirais comme ça, assassiné par balle réelle à l'université de Chicoutimi. C'était à Chicoutimi. Ça s'est passé à Chicoutimi, en plein hiver. Ça, il y a des enquêtes qui sont en train d'être faites, mais pour l'instant, on ne sait pas en fait qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il y a eu l'histoire de Alexandra, l'histoire de ce jeune garçon. Et en plus, on apprend, au moment où on était en train de préparer cette marche, on apprend qu'un autre étudiant ghanéen de 22 ans a été retrouvé mort dans sa chambre à Toronto, tué par balle, dans des conditions encore non élucidées. Donc, c'était un tout. La marche qu'on faisait, c'était une marche pour réclamer justice pour nos jeunes. Et ces jeunes, c'était Alexandra, c'était, le jeune Péniel, et c'est aussi pour ce jeune étudiant ghanéen retrouvé mort à Toronto. Parce que la FAC, c'est une fédération africaine et des associations africaines au Canada. Quand vous dites pour vos jeunes, c'est-à-dire vous ciblez exactement la communauté afrodescendante? C'est toute la communauté afrodescendante, mais aussi la communauté... Bon, afrodescendante, on entend déjà aussi africaine. Tout à fait. Alors, revenons sur le cas précis qui vous a poussé dans la rue le 12 octobre dernier. Vous étiez à Montréal. Vous avez effectivement marché. Il y a eu une forte mobilisation. C'était pour le cas du jeune garçon de 10 ans. Où est-ce qu'on en est avec cette histoire? Où est-ce qu'on en est? On a appris l'arrestation finalement de la dame de 46 ans, qu'on ne va pas nommer ici, qui est entre les mains de la justice. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a de l'évolution? Je vous dirais qu'il y a eu de l'évolution parce que quand même, je pense que la marche y a été pour quelque chose. Parce que, comme vous le savez, elle avait été arrêtée dans un premier temps. Après avoir été entendue quelques heures, on l'a laissée, elle est rentrée librement chez elle. Ce qui ne mettait pas du tout, en fait, l'enfant, ni même la famille de l'enfant en sécurité. Il fallait que nous fassions quelque chose. Et une chance, la justice a décidé de réexaminer le dossier, de le réévaluer. Et tard, on l'a appris que la dame a été arrêtée de nouveau et qu'elle est dans les mains de la justice. Ce que je sais, c'est qu'avant-hier, mercredi, il y avait en fait une audience qui était prévue à 14 heures. On avait demandé à toute la communauté de sortir massivement parce que c'était une audience publique, d'aller soutenir en fait cette famille-là dans cette douleur. Et finalement, ces dernières minutes, ceux et celles qui ont pu se rendre, on leur a dit dans la salle là-bas, disons, je dirais même à 30 minutes de l'audience, on dit que non, l'audience a été reportée à une date sine-die. Donc, c'est là, pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux indices pour dire que le procès ou l'audience va se tenir tel jour ou tel jour. On n'a pas de date précise. Est-ce que vous êtes tout au moins en contact avec les parents du jeune enfant et du garçon lui-même? Bien naturellement, oui. On est en contact avec le petit garçon et sa famille, mais je dirais principalement avec sa famille, sa maman et son papa et son oncle. Parce que ce qu'il faut comprendre, cette famille est venue s'installer à cet endroit-là il y a à peine 10 mois. Ils y sont arrivés au mois de janvier 2024 de cette année. Il s'agit des nouveaux arrivants. C'est des nouveaux arrivants. Est-ce que l'état de santé du jeune garçon est alarmant? Je vous dirais que oui, c'est alarmant parce que oui, sa vie n'est pas en danger, certes,
mais son état de santé est alarmant. Parce que c'est un petit garçon de 10 ans qui a vécu en fait une situation qui est quand même exceptionnelle. Et ça, il va devoir apprendre à vivre avec ça pendant des années. Donc, ça nécessite forcément un accompagnement psychologique parce que pour lui, ça va prendre du temps pour qu'il fasse confiance à un adulte. De se voir asperger d'eau chaude comme ça, dans des circonstances dont lui-même, il ne sait pas, et pire, on l'accuse de quelque chose dont il n'a pas fait, dont il n'est pas du tout coupable, ça, c'est triste. Donc, l'enfant, il est dans cet état. Certes, physiquement, on sent toujours des séquelles, mais les séquelles, c'est beaucoup plus les séquelles psychologiques. C'est là où ça joue. Et pas seulement l'enfant, mais ses parents. Ses parents qui ne comprennent rien. Peut-être aussi la communauté. Absolument. La communauté, c'est encore pire. On a vu sur des pancartes lors de la marche Black Life is important, Black Lives Matter. Est-ce que vous pensez que cette marche, c'était pour décrier du racisme? Cette marche, je vous dirais oui, c'est décrier le racisme parce que, en fait, on veut... Vous y voyez un acte de racisme? Nous voyons un acte de racisme. Le cas de ce jeune garçon-là, c'est un acte de racisme pire et dur. Un jeune garçon de 10 ans, venant de l'école. Et son acte, je dirais que c'est prémédité. Je ne suis pas enquêteur, hein, mais la dame... C'est la perception que vous avez. C'est ça, c'est la perception que nous avons. Pourquoi? Pourquoi je dis que c'est prémédité? Parce que tout simplement, elle s'est préparée. Elle a bouilli son eau. Elle attendait simplement l'arrivée de l'enfant. Et elle, quand elle a aspergé l'enfant d'eau chaude, elle attendait. L'enfant a couru. Il est parti voir ses parents en pleurs, en larmes. Mais ses parents ne savaient pas quelle est la douleur, l'intensité de la douleur que l'enfant était en train de subir. Il est sorti avec son papa. Son papa a vu la dame qui les attendait devant sa terrasse. Sur le balcon, elle dit « C'est moi qui ai fait ça. J'ai bien fait. Ça l'apprendra. Ça fait 3 ans, il est en train de venir taper à ma porte. » Mais le papa dit « Mais est-ce que tu as tapé sa porte ?» L'enfant dit « Non, papa, c'est pas vrai. » Ça fait 3 ans. Le monsieur dit, mais madame, c'est que vous êtes en train de dire, vous vous trompez parce que nous, on est là, ça fait même pas 3 ans, on est là, ça fait à peine 10 mois. Elle dit en tout cas qu'elle a bien fait. Donc, ça, pour nous, c'est ce qu'on appelle un acte prémédité. C'est carrément prémédité. Donc, pourquoi on voyait du racisme derrière? C'est ce principe du 2 poids, 2 mesures. C'est ce que nous ne comprenons pas. Ça aurait été, en fait, comment dirais-je, on a eu des cas similaires où, en fait, le gouvernement, en fait, a condamné, ils sont sortis, ils ont condamné. Mais là, il n'y a pas eu ça. Mais pire encore, on arrête la victime, c'est-à-dire le coupable, ou la personne désignée coupable, pour l'instant, parce que ce n'est pas encore... Bon, son cas, c'est flagrant, on s'entend, mais on l'arrête. Après un interrogatoire, on laisse la personne rentrer ce choix. Pour un enfant comme ça, là, on se disait, ben ça, c'est vraiment du racisme. Ouais, toujours est-il que la justice, là, avec plus d'éléments, la justice a repris cette dame après. Oui, effectivement, la justice a eu plus d'éléments, ils ont repris la dame après. Mais au-delà de ça, il fallait voir d'abord l'intensité de la douleur de l'enfant, voir sa brûlure, et puis prendre une mesure, ne serait-ce qu'une mesure conservatoire, proportionnelle à l'acte qui a été commis. Parce que quiconque est maître du dérangement ne serait pas maître des conséquences. Est-ce qu'il y a eu de la solidarité autour de votre marche, solidarité avec, je veux dire, des organismes qui ne sont forcément pas des organismes afrodescendants, je veux dire les communautés afrodescendantes? Oui, effectivement. Effectivement, et c'est d'ailleurs ça qui fait le succès de cette marche. Pourquoi? Parce que, outre le soutien et l'adhésion spontanée d'autres organismes communautaires, il y a aussi, au courant de cette marche, il y avait aussi des acteurs, non des moindres, des Québécois et des Québécoises qui étaient dans la marche en guise de soutien. Parce que oui, comme pour dire que toute personne douée de raison et de bon sens ne devrait pas agir comme ça. Ça, c'est tout le monde qui doit le condamner. C'est taire, ça veut dire qu'on soutient. Et agir veut dire qu'on veut combattre. Et ces gens-là sont sortis et je suis convaincu, fermement convaincu, que plusieurs autres personnes auraient pu faire pareil. Mais peut-être que l'heure de la manifestation ne les arrangeait pas.
Mais oui, il y a eu un élan de solidarité vraiment grandiose On a par rapport à enregistré ça. quelques sorties des hommes politiques de la ville de Longueuil, des conseils municipaux, quelques conseillers se sont exprimés sur la question. C'est la preuve également qu'il y a eu une solidarité autour de cette marche. Mais jusqu'où comptez-vous aller? Est-ce que vous vous arrêtez, hein? La fac s'arrête à la marche? Non, la fac ne Qu'est-ce qui s'arrêtera est pas à la prévu? marche. La fac ne s'arrêtera pas du tout à la marche. Vous savez, je ne sais pas si vous le savez là, mais il y a eu en fait un avocat expérimenté, Maître Belton, qui accompagne la famille, qui a même lancé un GoFundMe en fait à hauteur de 25 000. C'est ça l'objectif visé. Pas plus qu'hier soir, je regardais, on était rendu pratiquement à 24 000. Donc, ce qui dénote en fait le fort succès. 24 000 $? 24 000 $ sur 25 000 qui était la cible, l'objectif. Donc, ce qui dénote en fait en soi un fort adhésion pour la cause. Et nous, on ne va pas s'arrêter là. 25 000 $ à quelle fin? Pour soutenir la famille. La famille pour les du soins jeune de Peña. l'enfant. Oui, pour l'histoire de l'enfant. Donc, mais à côté de ça, la fac aussi a lancé en fait un appel pour une levée de fonds. Ça va être un fonds solidaire, un fonds d'urgence solidaire pour soutenir et la famille d'Alexandra et la famille de ce jeune garçon de 10 ans, mais aussi soutenir les étudiants qui sont dans situation de détresse. Parce que c'est justement pour prévenir ces cas-là, ces situations-là, que, en fait, avec Sandrine, qui est notre experte en santé mentale et accompagnement psychologique, c'est comme si on anticipait les choses. On avait organisé une journée d'accueil et d'intégration des étudiants internationaux. Et ça portait fruit. Et c'est le genre d'acte qu'on va faire, mais le jour de la marche, on avait des revendications. Ces revendications-là, on ne s'arrête pas simplement à la marche. Déjà, il y a une autre marche qui est prévue le 26 octobre, avec les mêmes acteurs. Et il y en a même plusieurs autres acteurs qui nous contactent pour dire qu'ils veulent être acteurs, pas observateurs, mais ils veulent être acteurs. Et être acteurs ici s'entend par le fait qu'ils veulent aussi avoir leur logo, leur affiche sur l'affiche de la marche. Mais cependant, comme il y avait un comité d'organisation, et qu'on avait des acteurs, si on dit qu'on va prendre tous ceux qui nous sollicitent, l'affiche ne va être comblée que de logos. Donc, du coup, je pense qu'on va partir simplement avec les mêmes acteurs, mais tous les autres acteurs sont les bienvenus. Et justement, le jour de la marche, tous les leaders qui représentent des structures vont devoir prendre la parole. Donc, ça, c'est une des actions qui s'en vient. Et à côté de ça, c'est à l'issue de cette marche-là qu'on va carrément en fait rédiger un mémorandum qu'on va remettre aux autorités de ce pays. Thierno Souleymane Diallo, directeur général de la FAC, cela nous impose de nous pencher un peu sur cette association qui est jeune, il faut le dire. Est-ce que vous pouvez nous ramener un peu dans la genèse de la FAC? On peut bien comprendre que les événements qui viennent se dérouler sont des événements imprévus. Bien que cela rencontre bien vos objectifs, mais parlez-nous de ces objectifs. Quels sont les objectifs de votre association? Comment est-ce qu'elle voit le jour? La FAC a des objectifs bien précis. Et comment est-ce qu'elle a vu le jour? Je reviendrai sur les objectifs après. Mais la Fédération africaine et association du Canada, elle a vu le jour techniquement au mois de novembre 2023. Pour être plus précis, c'est le 4 novembre 2023. Avant, il y avait une autre structure qui existait qu'on appelait la FAC, Fédération africaine du Canada, FAC. Mais nous, la fédération qu'on a créée, c'était en regard du succès ou de l'élan que la défunte FAC avait commencé à avoir. Ah, parce qu'elle n'existe plus? Ouais, elle n'existe plus. Elle n'existe plus, même si elle existe, mais en réalité, elle n'existe plus là. C'est maintenant la FAC, la Fédération africaine et association du Canada, qui est la continuité. Donc, comment elle a vu le jour? C'est parce que tout simplement, il y avait une structure qui était là, qui commençait à faire des choses, mais qui malheureusement a été, pour des raisons de malgouvernance, d'ego, ça fait que la structure n'est pas allée beaucoup plus loin. J'essaie de taire les détails, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais moi, j'étais là.
c'est là, en fait, j'ai intégré, en fait, la Fédération africaine du Canada. Tout à fait. Mais c'était dans un conseil d'administration provisoire. C'était pour faire la transition, histoire de ramener, de savoir d'abord, d'établir la lumière sur tout ce qui s'est passé dans la gestion de cette structure-là, gestion financière, gestion administrative également. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup de manquements. Beaucoup de manquements. Et c'est pour ça, nous sommes dit non, l'Afrique ou les Africains que nous sommes, parce que plusieurs d'entre nous ont reçu un certificat de sélection pour le Québec. À cause de quoi? À cause de notre niveau, à cause de nos diplômes, on mérite mieux. Nous avons aussi une dignité à sauvegarder. Nous avons une fierté. Et donc, pour ça, il va falloir, ensemble avec des hommes et des femmes qui partagent la même vision que nous, les mêmes objectifs que nous, on s'est dit, il serait mieux de tourner la page et de partir avec une nouvelle structure, mais une nouvelle structure qui va incarner en fait un élan de changement, une rupture avec les pratiques anciennes. Et c'est ce que nous avons fait. Et d'où l'Assemblée générale annuelle qui a été faite le 4 novembre dernier avec l'adoption de nouveaux textes et puis, comment dirais-je, l'élection d'un conseil d'administration. Et ce conseil d'administration, moi, je n'ai pas voulu être dans le conseil d'administration. Pourquoi? Parce que j'ai une vision. Et cette vision-là, elle est partagée par des hommes et des femmes qui sont aussi au CA. On s'est dit, ben, OK, je pense la bonne personne pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous accompagner et qu'on peut soutenir, ça va être Kierno. C'est comme ça que j'ai été nommé à l'unanimité comme directeur général de la structure. Alors, est-ce qu'on peut dire que la FAC, c'est la version améliorée de... Je dirais la FAC, c'est la version 360 degrés de la FAC, Fédération africaine du Canada. Maintenant, pourquoi on dit Fédération africaine et Association du Canada? Pourquoi? Parce que au-delà des personnes physiques, il y a aussi des personnes morales qui adhèrent à la cause. Donc, on ne fédère pas seulement des hommes ou des leaders, on fédère aussi des organisations. Alors, fédérer, pourquoi faire? Pour quel objectif? Fédérer, pourquoi faire? Où allez-vous avec ça? Voilà. Où nous en sommes avec ça? Je vais simplement vous donner le topo. En novembre 2024, en novembre 2023, on était environ, je dis bien environ, une quarantaine. Au jour d'aujourd'hui, on est plus de 600. Et il y a des structures. 600 membres. Membres. D'origine d'Afrique, africaine, de plusieurs pays d'Afrique. De plusieurs pays. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous incluez l'Afrique du Nord? Oui, je vous dirais que sur les 54 pays que représente le continent africain, il y en a 35 qui sont avec nous. Déjà. Le dernier pays en date à intégrer la FAC, c'est le Tchad. Mais avant, c'était la Tanzanie. On est au jour d'aujourd'hui 35 pays au sein de la fédération. Plus d'une centaine d'associations ou OBNL qui sont avec nous, et des associations aussi nationales qui sont capables de fédérer au niveau de leur pays. Vous parlez tantôt de l'Afrique du Nord. Je voudrais simplement vous dire que oui, l'Afrique du Nord est représentée dans sa globalité. Nous avons en fait des Marocains. D'ailleurs, dans mon bureau, il y en a. Mohamed Roula, il est marocain. Et il est en fait responsable de la formation et dans l'équipe projet. Vous avez des Tunisiens, des Algériens, des Égyptiens et de la Mauritanie aussi. Donc, c'est ça, en fait, l'Afrique du Nord. Ils sont tous là. Alors, je repose la question. Tout ça, tout ce monde, oui. Pour quel objectif? Pour aller où? Pour faire quoi? Merci. Tout ce beau monde-là, pourquoi? C'est pour pouvoir impacter. La fédération veut impacter quoi? Impacter tout ce qui est problème qui concerne en fait la communauté africaine dans sa globalité. Quand je dis africaine, j'inclus aussi le Maghreb dedans. OK? Tout ce qui est problème politique, économique, social, culturel, on veut impacter, on veut être une communauté, un leader capable d'influencer positivement à travers nos valeurs culturelles à nous, parce que nous avons aussi des valeurs. C'est vrai, nous venons dans un pays où on apprend, c'est-à-dire c'est un pays d'accueil, où on apprend aussi d'autres valeurs ici. Mais ce n'est pas parce qu'on vient comment dirais-je, dans un pays d'accueil hospitalier que nous sommes obligés aussi d'abandonner nos propres valeurs. Moi, je suis partisan en fait tout comme les autres, on est partisan de faire un mixte.
jumeler, Un jumelage prendre culturel. ce qui est bon de part et d'autre, en faire quelque chose. Et je suis fier de mon origine africaine. Et je pense que tous ceux qui sont aussi au sein de la fac, ils sont aussi fiers de cela. Et donc, notre objectif, on rassemble tous ces beaux mondes-là pour avoir plus d'impact dans les processus de prise de décision. Et pour la plupart, vous êtes des résidents canadiens. Des résidents canadiens, des citoyens canadiens. Avec des citoyennetés canadiennes. Oui. Vous êtes tout autant fiers de cette citoyenneté? Oui, on est très fiers de cette citoyenneté-là. Est-ce que cette association ne rame pas en contradiction avec cette appartenance, cette nouvelle appartenance au système canadien, à la citoyenneté canadienne? Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire, c'est pour montrer le Canada, tout comme le Québec, le Canada, c'est un pays riche de sa diversité. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la force de ce pays. Donc, on ne voit pas du tout de contradiction avec ça. Nous sommes dans un état de droit, un état structuré et organisé. Nous aussi, on essaie de nous structurer et de nous organiser tout en respectant en fait les règles et en étant en fait républicain, en respectant les règles de droit ou les principes de ce pays. Alors, Tierno Souleymane Diallo, qu'est-ce que l'Afrique à la fin gagne dans votre association, une association des citoyens canadiens sur le sol canadien? Bien que vous soyez d'origine africaine, on a du mal à voir. Qu'est-ce que l'Afrique gagne là-dedans? Le jumelage culturel, c'est bien entendu pour votre épanouissement personnel sur le sol canadien. Pas que. Mais qu'est-ce que le continent africain gagne? Pas que. Qu'est-ce que le continent Afrique gagne dans ça? Je vais vous dire. Parce qu'on a des services. Et au niveau de ces services, je vais simplement vous donner quelques volets de ces services-là. Oui. Premièrement, l'immigrant qui vient, qu'il soit étudiant ou un résident permanent ou un citoyen, n'importe quelle personne qui arrive sur le sol canadien et qui a le contact de la Fédération africaine et Association du Canada, nous avons un premier volet, c'est celui de l'accueil et de l'intégration. On essaie d'aider cette personne-là. Ben, là, partant de là, l'Afrique a quelque chose à gagner. Deuxièmement, vous aidez quelqu'un qui a quitté l'Afrique. Certainement, que ce soit l'Afrique certainement, c'est un cerveau qui a laissé l'Afrique, dont l'Afrique avait besoin, et qui vient s'implanter au Canada pour ses besoins personnels et individuels, et peut-être dont l'Afrique ne se servira plus pendant plusieurs années. Vous l'aidez à s'installer. On a toujours du mal à voir qu'est-ce que l'Afrique, en tant que continent, au niveau politique, économique, culturel, qu'est-ce que le sol africain va gagner de la fac. C'est ça que je voudrais qu'on comprenne. Justement, c'est ce que je vais vous dire. Oui. Ça, c'est un des volets. Mais au-delà de ça, on essaye d'accompagner justement la personne pour qu'elle réussisse en fait de façon professionnelle. Mais à côté de ça, on fait aussi du soutien à l'écosystème entrepreneurial et nous aidons à la croissance économique par le biais de forums, de la diplomatie. Et c'est là où justement l'Afrique a gagné. Parce que nous organisons aussi des missions. Ça, pour l'instant, on ne l'a pas fait, mais on envisage de le faire dans notre plan stratégique. C'est là. Nous envisageons d'organiser, la première des choses, c'est un sommet des affaires Afrique-Canada, où on va mettre en valeur des pays. On met à l'honneur, par exemple, 5 pays. La première édition, on a déjà l'Afrique, en fait, qui s'en vient au mois de mai 2025. Et là, c'est 5 pays qui sont mis à l'honneur. Et ces 5 pays, vous avez le Ghana, vous avez, le Mali, vous avez l'Égypte et les 2 autres pays, pour ne pas vous dire de bêtises, je ne les retiens pas parce que le projet, on est en train de le faire. Mais ça, l'avantage, c'est quoi? Du moins, il y a 3 pays connus. Oui, du moins, il y a 3 pays qu'au moins vous connaissez. Mais ces pays-là, leurs gouvernements vont être représentés. Ils vont venir, ils vont vendre l'image de leur pays à des entrepreneurs canadiens pour faire du recrutement. Est-ce que vous prenez par exemple de grosses entreprises qui veulent aller s'installer en Afrique? C'est le lieu. Autrement dit, vous allez servir d'intermédiaire. On va servir d'intermédiaire, créer des ponts entre l'Afrique et le Canada. Entre les opérateurs économiques canadiens et ceux de l'Afrique. Et ceux de l'Afrique. Ça, c'est déjà la diplomatie des affaires. Eh bien, bon, ça c'est compris maintenant. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes conscient des mutations et des changements politiques dont que les peuples africains réclament et demandent aujourd'hui? Est-ce que ça constitue une problématique à la fac?
Oui, nous sommes conscients de cela. Je ne dirais pas que c'est une problématique à la fac, mais c'est déjà en fait un enjeu que la fac essaye de gérer. Et quand je dis essaye de gérer, c'est dans le sens où fédérer des Africains, ce n'est pas facile. Mais là, dans un contexte en fait de nationalisme, de souverainisme qui est en train d'être affiché ça et là, d'africanisme qui est en train d'être affiché ça et là avec fierté, et je pense que ce contexte-là a beaucoup aussi joué au fait que la fac, en un laps de temps, a pu fédérer beaucoup de personnes. L'africanité, on la réclame. Comme pour dire que ceux qui viennent vers la fac se disent c'est peut-être une opportunité, une occasion, un moyen de consolider le sentiment africaniste. De consolider le sentiment africaniste, d'une part, mais pas forcément. De donner aussi ce que l'Afrique a de meilleur à ces pays-là, le Canada. Pourquoi? Parce que généralement, vous êtes dans le métier, du journaliste, mais vous savez, à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, là, c'est parfois pas un bien. Et nous, on veut donner une image beaucoup positive plus aussi, beaucoup plus gaie de l'Afrique, beaucoup plus fière de l'Afrique, parce que ce n'est pas ça. À chaque fois qu'on parle de l'Afrique, c'est le côté sombre on montre. Mais il y a aussi des aspects positifs. Mais au-delà de ça, c'est qu'au niveau de la fédération, on fait ça, vous allez voir peut-être aux États-Unis d'Amérique, en France, j'en connais pas, peut-être il a existé dans le passé une fédération qu'on appelle c'est la Fédération des étudiants africains noirs en France. Ça, c'est dans les années. Mais cette association n'a pas continué. Nous, ce que nous faisons, nous voulons inspirer d'autres, dans d'autres pays, dans d'autres continents. Parce que dans ça, on va pouvoir être capable de s'inspirer de ce qui est meilleur dans ces pays-là, que si jamais, demain ou après-demain, certains d'entre nous décident de retourner en Afrique, qu'ils puissent apporter ce côté positif-là, qu'ils puissent savoir gérer avec éthique, avec intégrité, et qu'ils puissent faire les choses correctement en pensant à l'intérêt général, pas à un intérêt particulier ou à un intérêt individuel. Thierno Souleymane, est-ce que vous êtes conscient à la fac que l'Afrique vous regarde? Je ne parle pas que de la communauté africaine vivant au Canada, mais je parle des pays africains, des gouvernants africains. Vous êtes conscient qu'ils vous regardent, qu'ils regardent votre croissance, la croissance de la fac, qu'ils regardent vos activités. De quel œil est-ce que vous pensez que les dirigeants africains regardent un mouvement comme la fac? Je vous dirais que, premièrement, oui, nous sommes conscients, au niveau de la fac, nous sommes conscients que le monde entier nous regarde. Pas seulement les dirigeants africains. Et là, je m'intéresse aux dirigeants africains. Ouais, les dirigeants de quel œil pensez-vous qu'ils vous regardent aujourd'hui? Je vous dirais qu'ils nous regardent avec fierté. Quand ils voient ce qui est en train de se passer au Canada, ils nous regardent avec fierté. La preuve, ce sont les échanges que nous avons avec certains d'entre eux, que ce soit avec le conseil d'administration qui échange avec d'autres, notamment le président et ses collègues administrateurs, ou moi-même en tant que directeur général ou certains membres de mon bureau, notamment la directrice générale adjointe et d'autres personnes. Oui, on nous regarde très bien et on voit ce qui est en train d'être fait d'un bon œil. La preuve, je vous donne un exemple. L'accueil et l'intégration des étudiants internationaux que nous avons organisés, il y a eu des familles africaines à partir de l'Afrique. Pour vous dire qu'il n'y a pas seulement que les dirigeants qui nous regardent, il y a aussi des mères et des pères qui nous regardent. Ils ont fait carrément un don à la fédération pour soutenir cette cause-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas toujours la bonne information. La bonne information, c'est capital. On dit souvent aux étudiants, non, quand tu viens au Canada, le lendemain même, tu vas trouver du travail. Mais ce n'est pas la réalité. La FARC parle toujours en termes d'intégration au Canada, en termes de possibilités d'opportunités au Canada, c'est bien louable. Mais est-ce que vous parlez aussi des opportunités en Afrique pour les Africains qui vivent en Afrique et qui en ont besoin pour se développer? Est-ce que vous parlez d'opportunités pour changer les systèmes en Afrique? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que ça fait partie de votre agenda? Oui, ça fait partie de notre agenda. On a un plan stratégique qui est en train d'être peaufiné. On a eu une première journée de lac à l'épaule où on a essayé de faire un brainstorm avec une coach expérimentée qui a encadré en fait l'atelier ou les ateliers. Et là, il nous reste une deuxième journée pour pouvoir en fait
valider ce contenu-là. Il y a eu les synthèses qui ont été faites. On va essayer de valider ça encore avec la même coach et adopter un plan stratégique. À partir de ce plan stratégique-là, ces éléments dont vous avez cités, on en fait mention. Nous sommes conscients de cela. On ne veut pas seulement en fait s'axer sur l'intégration de l'immigrant au Canada, mais au-delà de ça, autant on veut créer des ponts entre l'Afrique et le Canada, faire un maillage, ou créer des opportunités d'affaires entre les deux continents, bon, pas les deux continents, mais je veux dire le Canada et l'Afrique, le continent africain, autant nous nous intéressons à cette thématique-là de l'Afrique. Raison pour laquelle le sommet des affaires Afrique-Canada, on va le faire pour une première fois au Canada, mais après, ça va être délocalisé en Afrique. On pourrait le faire, par exemple, au Maroc, dans un premier temps. Après, ça va être au Sénégal ou ailleurs, mais nous prévoyons de le faire. Et comme ça va être fait à tour de rôle. Parce que notre objectif n'est pas seulement d'être connu au Canada, mais c'est d'être connu ailleurs. C'est comme ça que les organisations sérieuses se développent. Alors, il faut passer aussi simplement à être connu. Thierno, oui. Il faut peut-être aussi agir, être reconnu pour ses actions, agir pour impacter. Comment est-ce que, selon vous, la diaspora africaine peut impacter l'Afrique aujourd'hui? Quels sont les champs, les chantiers sur lesquels, selon vous, la diaspora est attendue? Les chantiers dont la diaspora est attendue, je dirais, premièrement d'abord, je mettrai le politique, ça va venir peut-être en deuxième position, mais principalement, c'est le côté économique. Et on peut user de ce côté économique-là pour impacter le politique. Pour impacter, l'avenir de l'Afrique. Parce que qui d'entre nous... C'est votre stratégie? Bon, ça c'est... C'est votre vision? C'est ma vision, j'y crois fermement. On peut amener... Parce que certains pensent aussi que ça peut être l'inverse. Non. Ça devrait être l'inverse. Ça devrait être l'inverse. Moi, je ne suis pas adepte de cette perception-là. Pourquoi? Parce que qui d'entre nous n'a pas en fait des familles à nourrir en Afrique? Ce que nous faisons, quand on regarde ça, statistiquement, les chiffres même parlent d'eux-mêmes. Parfois même ces États-là comptent beaucoup plus sur l'impact de la diaspora. Vous voulez dire qu'il y a urgence? Il y a urgence d'agir. Il faut commencer par l'urgence. Il faut commencer par l'urgence. Et donc, je pense qu'on peut impacter positivement à travers les exemples concrets de progrès, de développement que nous voyons ici. On peut amener ça chez nous, en Afrique, pour essayer aussi d'aider, non pas seulement les gouvernants, mais d'aider les populations locales qui souffrent énormément. Eh bien, ça me permet donc de m'intéresser à vous-même, Thierno Souleymane Diallo. Vous êtes, comme ça se voit, très enthousiaste pour développer, pour promouvoir la communauté afrodescendante, la communauté africaine, parce que c'est peut-être le lieu de le dire, la nuance qu'il faut faire ici. Il s'agit de la communauté africaine, du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique. Parlons de vous. Dites-nous en quelques mots votre histoire avec le Canada. Elle commence où? Mon histoire avec le Canada a débuté en février 2015. À l'époque, j'étais nouvel immigrant, venu fraîchement de la France. Je suis venu dans ce pays parce que depuis que j'étais enfant, j'ai toujours eu un penchant pour le Canada. Et il semblerait... Et en France, vous y étiez depuis combien de temps? En France, j'y étais depuis 6 ans. Depuis l'âge de 6 ans? Non, pas depuis l'âge de 6 ans. Depuis 6 ans. J'avais fait 6 ans, j'ai vécu 6 ans. Tout à fait, ça dit voilà. Depuis environ 2008. Voilà. 2010 pour être beaucoup plus précis. Oui. Alors, vous avez dit que vous êtes parti de votre pays? Je suis parti de mon pays, la Guinée, je suis allé au Maroc. Au Maroc pour des études. J'étais sélectionné par le gouvernement du Maroc comme boursier. Parce qu'au baccalauréat, j'avais été 6e de la République en option sciences sociales. Et la Guinée a une politique avec le Maroc qui fait que les 45 premiers... Il s'agit de quelle Guinée, pour être précis? La République de Guinée, la Guinée française. Le Maroc avec la Guinée ont une politique de coopération qui existait depuis le temps du premier président Ahmed Sékou Touré. Donc, c'est l'Agence marocaine de coopération internationale qui m'a sélectionné comme boursier. Et cette bourse aussi, le gouvernement guinéen m'en a donné. Donc, j'avais 2 bourses. C'est avec ça que je suis allé faire mes études de droit au Maroc. Et du Maroc, après mes 5 ans d'études, la licence et le master, je suis venu en France pour faire un doctorat en droit international. Donc, ce que j'ai fait,
à partir de la France, notamment dans la ville de Toulouse. Et j'ai été aussi chargé de cours pendant près de 5 ans à l'Université de Toulouse. Ça, c'est parallèlement lorsque je faisais ma thèse doctorale. Et de Toulouse, j'ai décidé de venir m'établir au Canada avec ma famille. Et depuis, je dirais depuis février 2015, je suis au Canada, certes avec des allers-retours, mais que je vienne m'installer définitivement, ça a été le 30 avril 2016. Et depuis, je suis là. J'ai pris des cours. Mon intégration a été très facile, hein? Très facile pour avoir vécu au Maroc et puis la France et autres. Donc, ça a été très facile aussi ici. J'ai pris des cours et c'est à l'École nationale d'administration publique une maîtrise en évaluation des programmes et politiques publiques. Et c'est avec ça que j'ai intégré la fonction publique, premièrement la fonction publique provinciale, notamment au ministère des Transports par le biais d'un stage. Et après ce stage-là, j'ai intégré la ville de Montréal par le biais d'un autre programme. Et du coup, je suis depuis 2019, septembre 2019, je suis à la ville de Montréal. J'ai gravi, je dirais, plusieurs échelons parce qu'au début, c'était agent de recherche en développement économique en tant que dans le cadre d'un programme spécifique qu'on appelle parrainage professionnel. Après ça, j'ai été recruté comme consultant pour la ville pendant un moment. J'ai fait cette consultance-là pendant 4 mois. Et à partir de janvier 2021, il y a eu un poste qui s'est libéré de commissaire adjoint au développement économique, ce que j'ai occupé depuis un bon moment, jusqu'au mois de février 2023, où j'ai été commissaire au développement économique. Et c'est ce que je fais. Alors, c'est une success story, on peut le dire. Qu'est-ce que vous direz en quelques mots aux jeunes arrivants qui arrivent et qui voient des modèles comme les vôtres? Ils sont nombreux, hein, ils sont légion, des modèles comme ça. Quelles est l'astuce, quel est le secret d'une telle réussite au Canada, d'une telle intégration au Canada? Moi, je dirais, le secret, il est simple. C'est que quand on vient au Canada, il faut venir au Canada avec un objectif. Cet objectif-là, il ne faut pas l'oublier. Il faut être audacieux, courageux et résilient. Parce que tout n'est pas rose au Canada. Et si tu n'es pas là, c'est pourquoi la résilience, elle est importante. Donc, on va avoir peut-être, certes, le début va être difficile, mais il faut être stratégique. Pour être stratégique, c'est quoi? Il faut s'entourer de bonnes personnes, de personnes qui conjuguent les mêmes objectifs que toi. Et être exigeant avec soi, viser l'excellence, toujours. Et avoir aussi, comment dirais-je, de l'honnêteté et de l'intégrité. Quand je dis honnêteté, quand on est venu au Canada, surtout sur la base d'un critère de résident permanent, c'est que quelque part, on a un mérite. On a des diplômes, on a été sélectionné. Ces diplômes-là, il faut montrer qu'on les mérite. C'est ça, l'honnêteté intellectuelle. Et tout ce qu'on fait, qu'on le fasse avec honnêteté, avec sincérité. Et qu'on les fasse aussi de façon désintéressée. Et persévérer. La plupart des Afro-descendants, des Africains, des immigrés, des immigrants, ici présentent le Canada comme le pays où coule le miel et le lait, comment dire, une chance pour l'Afrique. Est-ce que vous partagez cet avis? Qu'est-ce que le Canada, pour vous, peut représenter pour l'Afrique aujourd'hui? Est-ce que c'est une opportunité pour le continent africain? Pour moi, je vous dirais très honnêtement, le Canada est une opportunité pour le continent africain et pas seulement pour le continent africain. Expliquez-vous. En quoi? En quoi? Au jour d'aujourd'hui, tout le monde, toutes les statistiques des institutions internationales ou les prévisions sont en train de dire que l'Afrique, c'est une terre d'opportunité, c'est la terre d'avenir, c'est le continent d'avenir. Et le Canada représente une opportunité pour l'Afrique parce que le Canada, justement, dans sa politique d'immigration, sélectionne toujours les meilleurs. Et quand on vient, si on sait, on est conscient de cet état de fait, on va apprendre beaucoup de choses ici. Et en apprenant ces choses-là, on est capable, si on a l'amour de son pays ou l'amour de l'Afrique, on veut aller servir, on va aller apporter ces bonnes pratiques-là. On peut s'inspirer des meilleures pratiques d'ici pour faire aussi de l'Afrique un bel continent. C'est-à-dire que le Canada présente des meilleurs modèles? Tout à fait. Le Canada, pour moi, représente de meilleurs modèles pour l'Afrique. Est-ce que c'est vice-versa? Vice-versa,
Est-ce que l'Afrique a quelque chose à donner au Canada? L'Afrique En dehors de ces cerveaux qui bon, viennent aider à développer le pays en et le dehors de Canada? ces cerveaux, je dirais l'Afrique n'a pas grand-chose à donner au Canada, là. À moins qu'on prend quelques pays, ce n'est pas l'Afrique dans sa globalité, parce que quand on prend des pays tels que l'Afrique du Sud ou bien peut-être le Nigeria et autres, oui, ce sont des géants en fait de l'Afrique, ou des pays qui ont avancé aussi en matière de droits de l'homme ou en matière de démocratie. Oui, ces pays-là ont quelque chose aussi à donner au Canada. Là, partant de ce point de vue, on peut dire que c'est vice-versa. C'est réciproque, il y a le principe de réciprocité, mais sinon, si on part de l'autre côté, l'autre option, je vous dirais que l'Afrique n'a pas grand-chose à donner au Canada. Alors l'Afrique a tout à prendre. L'Afrique a tout à prendre. Et la FAC est là pour aider l'Afrique à prendre le meilleur du Canada. Absolument. C'est bien ça? Oui. Alors, quelles sont les prochaines actions que vous allez mener à la FAC pour terminer? Les prochaines actions, qu'est-ce qui est prévu? Les prochaines actions que nous allons mener à la FAC pour le reste de l'année, je vous dirais que, premièrement, on a cette marche qui s'en vient le 26 octobre. Et certainement, après la marche, il va y avoir en fait une conférence de presse où on va inviter en fait des médias aussi, l'ensemble des acteurs communautaires qui nous ont accompagnés, qui ont répondu présents spontanément à la marche que nous avions organisée. D'une part, ça c'est la conférence de presse. Et à côté de ça, on a une assemblée générale annuelle à préparer pour le mois de novembre. Techniquement, ça, pour l'instant, c'est le 30 novembre. Et on va avoir en fait un conseil d'administration, on va présenter le bilan des actions que nous avons posées. Et on a d'autres projets, en fait, à partir du mois de décembre. C'est des projets notamment en lien avec, je dirais, les forces armées canadiennes. On en parlera mais je ne rentre pas dans les détails, mais je vous le dis comme ça. Et à côté de ça, on a aussi d'autres projets, en fait, de faire en sorte que les familles africaines aussi puissent accepter d'être des familles accueillantes, c'est-à-dire accueillir, adopter des familles d'adoption pour des enfants qui sont victimes de maltraitance dans leur famille ici, que d'autres essayent de prendre. Parce que tout simplement, nous, on n'a pas ce côté-là, on ne l'a pas trop développé. Et il faut dire que 2025 aussi s'annonce très, très intéressante pour la FAC, qui a été contactée par la MADEL Canada, la mission d'apprentissage sur le tourisme et le développement local. Absolument. Et c'est une opportunité pour vous? Eh oui, je vous dirais c'est une opportunité pour nous parce que, comment dirais-je, avec cette activité aussi, on est capable de montrer que oui, en tant qu'immigrant au Canada, l'immigrant contribue fièrement à l'évolution ou au développement, qu'il soit en fait économique, social, culturel, scientifique de ce beau pays qu'est le Canada, ou voire même de cette belle province qu'est le Québec. Donc oui, ça va être une opportunité pour nous pour démystifier ceux qui sont en train de stigmatiser l'immigrant ou l'immigration, comme quoi c'est ce qui est à la base de beaucoup de malheurs. Notamment l'immigrant africain. L'immigrant africain, ce qui n'est pas du tout vrai. Eh bien, ce serait un plaisir donc de vous retrouver à Lac Mégantic du 23 avril au 29 avril prochain avec une communauté de municipalités venues d'Afrique pour cette édition de la mission africaine d'apprentissage sur le tourisme et le développement local. Thierno Diallo, merci beaucoup d'être venu dans nos studios. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Zansolaire. C'est moi qui vous remercie et je remercie votre média qui fait un excellent travail pour nos communautés, un excellent travail d'information pour nos communautés, mais au-delà de l'information aussi, vous faites de la sensibilisation. Je vous en prie, c'était Thierno Souleymane Diallo, notre invité, est le directeur général de la FAC, entendez, Fédération africaine et association du Canada. Vous avez entendu dans le courant de cette émission ce que c'est que la FAC, quelles sont ses ambitions, quelle est sa vision et quels sont ses chantiers actuels. Eh bien, ce serait un plaisir de vous retrouver à la prochaine édition, à la prochaine rencontre avec une autre personnalité qui compte dans la société canadienne. Abonnez-vous et surtout partagez cette information, partagez notre site, faites connaître et surtout ne manquez pas de participer par vos commentaires et vos questions. Nous les transmettrons à qui de droit. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Éco Télévision, la tribune des territoires.